Ce sont ces ninjas. Ils nous défient. Hello, Temple. Vous êtes prêt à me satisfaire? Pour cela, il faudrait me dire qui vous êtes exactement, monsieur. La main vengeresse. Mais on se fout de qui vous êtes. Nous sommes prêts. Demain matin, vous savez, soyez pas en retard. Pas de danger. Alors tant mieux. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 16e épisode de High Kick dans ton podcast, le podcast qui met les pieds où il veut et c'est souvent dans les oreilles. Et comme à l'accoutumée, mon pote Seb m'accompagnera tout au long de cet épisode. Alors déjà, comment vas-tu mon cher Seb? Eh ben je vais ninja bien, bonjour à tout le monde, vous avez vu le jeu de mots pourri? Oh putain. Oh là là, quel champion! Non mais on va être à la hauteur du niveau du film qu'on va traiter aujourd'hui, donc j'ai très hâte, je sens qu'on va encore bien se marrer parce que c'était compliqué dès la première minute, hein. Mais bref, on y reviendra, ne brûlons pas les étapes. Bonjour les auditeurs, bonjour tout le monde, je suis très très content d'être là. On va parler d'un nanar, ça faisait longtemps. Et j'espère en tout cas que notre précédente production et même celle d'avant vous aura plu, parce qu'on a essayé un petit peu de varier le plaisir entre un Dolph Lundgren, Brandon Lee, notre petit Donnie Yen national qu'on a traité dans un film un peu mineur mais qui était quand même sympa. Donc voilà, on espère que tout ça vous a plu et là on rattaque avec du lourd. Du très très lourd, comme dirait une certaine personne. Tout d'abord, avant de commencer cet épisode ninjastique, on va répéter le concept, hein. Donc on a choisi un film d'arts martiaux dans lequel on va revenir sur une scène qui est pour nous emblématique et qui à elle seule mérite qu'on s'intéresse au film. Ça va être Alors chaud. bien évidemment au préalable, ça va être très chaud. Pardon. Ça va être très chaud. Je te crame dans ton truc, mais ça va être chaud. Ah non mais Donc, bon, vous inquiétez pas, au préalable, on parlera du film, de l'art martial pratiqué par le comédien ou la comédienne, du Ça va être casting, chaud. des anecdotes, et on vous donnera notre avis. Il est intenable. Bon, mon cher Seb, aujourd'hui, tu sais, c'est mon épisode préféré. Pourquoi ? Parce que c'est le moment que j'attends le plus quand nous allons parler de nanar. Ouais. Et je suis d'autant plus content car je t'embarque dans ces aventures filmiques, parfois indigestes, Oh oui. mais qui n'ont pour seul but que de t'ouvrir au monde nanardesque des films d'arts martiaux. Et aujourd'hui, nous allons reparler de notre copain Godfredo, qui nous avait fait tant rire lors de l'épisode sur Indefeatable. Donc, et on le retrouve cette fois-ci dans un film qui est peut-être l'un de ses meilleurs, c'est Black Ninja. Et tout de suite, la bande-annonce. Ninja Operation Magic Warrior. A twisted tale of bloodshed, revenge and sadistic torture. Alors, Black Ninja est un 2 en 1 sorti en 1987. Il est réalisé par Godfredo et produit par son copain Joseph Lee. Alors, ces messieurs sont des experts de cette escroquerie qui a permis de faire vivre des milliers de vidéoclubs via une quantité de VHS de films de ninja, plus débiles les uns que les autres. Donc la méthode est simple, Godfrey prenait un film local, pas très connu, il tournait des scènes avec des comédiens occidentaux, et grâce à la magie du montage, le mec c'est Gérard Majax quoi. Non, et du redoublage, il arrivait à connecter les deux films. C'est Sylvain Mirouf le mec.
Non, mais on m'a pas dit qu'en plus d'être un prestidigitateur du cinéma, c'est un mec aussi, il est réalisateur de comédie, en fait, quoi. Parce qu'on se marre devant ces films, faut le dire. Ouais, non, on se marre. Non, mais, donc, allez, on va reprendre un peu le sérieux, hein, mais ouais, grâce à la magie du montage et du redoublage, hein, bien sûr, parce qu'il redoublait, hein, finalement, le film local, il arrivait à connecter les deux films pour n'en faire qu'un. Souvent, c'est des polars hongkongais, coréens, philippins ou taïwanais, et lui tournait des films de ninja. Alors là, mon cher Seb, non. je suis très content. Oui, je sais ce que tu veux dire. Oui, non. Ah ouais, non. Je te balance la patate chaude. Moi, j'ai rien compris au film. Alors, je te donne la patate chaude. De quoi parle ce film, s'il te plaît? Comment dire? Alors, comme tu l'as dit, c'est 2 en 1. Donc, on aurait pu avoir 2 histoires qui cohabitent. En fait, c'est ce qui se passe. Hein. On a 2 histoires qui cohabitent et on a trouvé. C'est ce qui se passe. On a trouvé un élément et l'élément qui a permis de réunir tout ça, c'est quoi? C'est la drogue. Et ouais, la drogue, c'est mal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a le personnage d'Alphonse Bény, qui est en France, qui s'appelle Alvin, alors c'est un prénom pas trop français, mais bref, passons, il va lui arriver un drame. Sa femme va être assassinée par des trafiquants de drogue qui opèrent à Paris, et ces trafiquants vont partir et aller à Hong Kong pour continuer en fait d'étendre le réseau. Et en parallèle de ça, en fait, on apprend qu'à Hong Kong, il y a une sorte de mafia locale qui est où au chapeau il y a un grand méchant qui est là pour entre guillemets je crois que c'est Norman qui s'appelle d'ailleurs le méchant, il a une bonne tête de bonnet là, et qui en fait lui tire les ficelles et fait en sorte que l'espèce de mafia locale continue à étendre la drogue sur place, quoi. Et bref, c'est en gros cette manière là qu'on a eu de rattacher un peu tout ça, et du coup Alphonse Bény va rejoindre sur place son grand copain dont j'ai perdu son nom, c'est Gordon, je crois que c'est ça, c'est Gordon qui s'appelle, qui est joué par Richard Harrison, tu vas le dire, et ils vont faire équipe pour essayer de démanteler en fait ce réseau de trafiquants de drogue. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que ces 2 personnages, ils ont un secret. Et c'est quoi? C'est des redoutables ninjas. Voilà. Non mais c'est incroyable. Non mais il y a aucun background. On va garder la vie parce que on nous dit pas pourquoi ils sont ninjas. On te balance ça à la gueule et vas-y démerde-toi avec ça, quoi. Mais c'est ouf quand même. Putain. Et totalement. Et alors, je vais te dire très franchement, Black Ninja, en fait, c'est un film de référence chez Nanarder, hein, tout simplement parce que c'est peut-être le moins chiant. Non, il est pas chiant. Il y a un casting. Il est pas chiant. C'est ça qui est assez impressionnant. Alors, il faut avouer aussi que le casting est très ancré en fait cinéma de Godfrey. On y retrouve Richard Harrison, Stuart Smith, Pierre Tremblay, Grant Temple et Paolo Tucha. Alors, Paolo Tucha, on en parlera peut-être un jour, puisque il a joué dans un film avec Jean-Claude Van Damme. Oh putain, c'est le moment du quiz, c'est ça? Faut que j'arrive à deviner dans quel film il a joué. C'est le moment du quiz, ouais, tout à fait. On va voir si t'es meilleur que Blind Test. Ah la vache, oh l'enfoiré. C'est petit, ça, Monsieur Jazz, c'est petit. Avec Van Damme, c'est un récent ou c'est pas un récent? Ouais. C'est un récent? C'est pas un récent. Ah, c'est pas un récent. On me dit pas que c'est encore Double Team. Non, c'est pas Double Team. D'accord. Non, c'est un très très vieux. Si, il a dû jouer dans Karate Tiger. Eh ben non, Bloodsport. Attends, Bloodsport. Ok, d'accord. Alors il me semble que c'est le Turc qui se battait avec la dent en or. Avec les. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Non, pas la dent en or. Pas un en or. En fait, dans Bloodsport, je crois qu'il arrive en demi-finale, il me semble, ou en quart de finale. Et c'est le type qui fait du kickboxing. Mais oui, non, mais c'est pas. Les mains toujours. Oui, mais c'est bon, je vois sa tête en fait. C'est le mec qui fait du kickboxing et où à un moment ils se font un concours de mawashi dans les côtes, à savoir celui qui craque le premier. Je vois sa tête là maintenant que tu me le dis. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. J'avais plutôt tendance à dire qu'il était plutôt sud-américain puisqu'il s'appelle Paco dans le film, tu sais. Ah oui, ouais, tu vois, j'étais persuadé qu'il était turc. Mais ouais, peut-être tu as raison, il faudrait que je revoie. Mais je crois même d'ailleurs de mémoire, je crois que c'est peut-être plus du Muay Thai que du kickboxing qu'il fait. Bref. Et donc du coup, et ça c'est aussi un super acteur de chez Godfrey, puisque il a aussi joué dans un film qui s'appelle Clash of the Ninja.
Et en gros, il joue le rôle d'un ninja, mais il fait la plus belle imitation de Sylvester Stallone, puisque dans le cinéma de Godfredo, Paul Otoucha est le sosie Wish de Sylvester Stallone. Voilà. Mais où il a vu ça? Sans rigoler. Où est-ce qu'il a vu que c'était le sosie de Sylvester Stallone? Enfin, il lui ressemble pas du tout. Ah mais parce que je sais pas, mais en tout cas, il fait que des expressions à la Stallone dans Clash of the Ninja, donc voilà. Il y a la fameuse scène. Oh, allez, je la mettrai peut-être dans le montage. Allez, ah oui. je vous ferai kiffer un peu. Il y a une scène aux petits oignons. Ça va? Tu te sens mieux? Oh, fais gaffe, Jack, couche-toi. Il faut que tu restes calme. Tu seras bientôt remis. T'inquiète pas. Il est trop puissant. Trop cruel. Trop fort. Ouais, raconte-moi. De quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Ninja. Ninja. Quoi? Ninja? Le tueur est un ninja? Ouais. Tu dois me croire, Tony. Ah, c'est la vérité, il faut que tu me crois, je ne délire pas. Mais je te crois. Ninja. Il faut dire une chose qui est très 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 importante. On rajoute aussi un comédien dans ce film-là qui est Alphonse Béni, qui est un grand comédien camerounais, qui est décédé en mars 2023. Oui. Et qui joue en fait en Black Ninja par l'intermédiaire en fait de son grand ami Richard Harrison. Enfin, Richard Harrison lui a dit viens jouer avec moi dans un film de ninja. Et malheureusement en fait Alphonse Béni a quelque peu été refroidi par le tournage de Black Ninja. En fait, il s'attendait que ça soit un truc un peu plus cadré et même jouer un peu plus longtemps, mais finalement parce qu'on le voit quasiment pas à l'écran en fait, hein. On le voit quasiment pas. Non, pas du tout, ouais. Et donc du coup en fait Alphonse Béni partira je crois qu'il tournera plus pour Godfredo, il tournera pour la firme concurrente qui est Filmark, mais voilà, il a été un peu refroidi par cette expérience ninjastique. Pour la petite information, et on va pas vous mentir en fait, hein. Là tout ce qu'on va vous dire, ou la plupart des choses qu'on va vous dire dans cet épisode, c'est grâce au travail de recherche des copains de Nanarland, ça il faut l'avouer, et puis aussi c'est grâce aussi à la sortie Blu-ray de Black Ninja par Pulse Edition qu'on peut aujourd'hui vous faire ce genre d'émission. Donc pour les petits curieux, si vous souhaitez lire la super chronique de Black Ninja de Nanarland, allez sur le site. Ouais, on mettra le lien dans la description. Je crois qu'ils avaient fait il me semble qu'ils avaient fait aussi un escale à Nanarland à l'époque. Je me souviens de l'avoir vu, halluciné. Tout à fait, oui. Sur Godfredo et notamment sur Black Ninja. Et pour les petits curieux, si vous souhaitez savoir le nom du film original qui a été piraté par Godfredo, il s'agit de A Girl Rogue, un film taïwanais de 1984 réalisé par Chu Chang-wook. Je comprends maintenant pourquoi. Ok. En fait, il y a un personnage d'une femme dans ce film qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Ils ont trouvé une petite ficelle scénaristique pour l'intégrer au scénario. Mais on se demande ce qu'elle fout là. Et elle joue un peu la badass, quoi, tu vois. La badass qui est à poil sous sa veste. Voilà, je dis ça donnera l'occasion d'une scène un peu rigolote. Voilà. Donc pas très compatible avec l'ère actuelle, mais on en reparlera dans la vie, on en parlera. Et surtout, important, Jazz, alors au moment où on parle, le Blu-ray qui a été édité par Pulse Edition est toujours disponible à la vente sur leur site, donc si vous voulez rigoler, allez sur leur site et du coup acheter le Blu-ray qui est à une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Vous avez 2 films qui ont été restaurés avec une super qualité, franchement, super taf. Et je l'ai pas encore vu, mais j'ai vu que des extraits. Je pense qu'il y a moyen de bien se marrer aussi avec le Cameroun Connection, parce que ça a l'air ultra nanar aussi. Et je pense qu'un jour on le traitera. Vu qu'on l'a sous la main, on va pas s'en priver, je pense. Ouais, et puis en plus, un avantage, c'est que c'est blindé de bonus, blindé de documentaires, notamment beaucoup de documentaires sur Alphonse Béni, des anciennes bandes annonces. Plutôt sur la partie Cameroun Connection. Black Ninja, en fait, il y a 2 menus en fait dans ce DVD, c'est un seul Blu-ray, pardon. Vous avez le film Black Ninja et le film Cameroun Connection. Sur Black Ninja, c'est assez pauvre puisque vous avez juste la bande-annonce et je crois que la bande-annonce originale, il me semble. Alors il y a la bande-annonce remasterisée de l'époque et reconstruite. Et il y a le film en version VHS. Tout à fait. Et ensuite après, quand vous allez sur Cameroun Connection, c'est là où il y a
pléthore de bonus et pour lequel Pulse a fait un sacré travail, donc voilà. Et la petite déception, ils le disent dans l'épisode et on vous renvoie dans l'épisode, c'est qu'ils auraient espéré avoir Alphonse Benny en interview et malheureusement ils l'ont pas eu à temps puisque le monsieur est décédé prématurément. Je t'avais prévenu. Je sais à quoi tu penses, combien de balles il reste. Suffisamment pour t'envoyer en l'air, mec. Tu veux que je te dise, mec, je te trouve trop jeune pour mourir. Mais si jamais tu ne me laisses pas le choix... Voilà. Tiens, il y a peut-être une anecdote qui va te faire kiffer. En fait, une anecdote qui concerne la partie taïwanaise. Puisque le héros qui se nomme Edmond et qui est interprété par Chu Ying-hong jouera en 92 dans un film que nous a name-droppé Max Pereira dans l'émission à laquelle il a participé. Ah, il a name-droppé. Ah ouais, non. Quel film ? Ouais, il a name-droppé un film. Ouais. Et c'est Opération Scorpio. Ah, le fameux. Ok. Ah, il y a un lien qui est introuvable d'ailleurs, ce film. Il m'a tellement hypé avec ce film, en me disant que c'était son top 3 des années 2000, je crois, si je dis pas de bêtises, ou 90. Enfin bref, je sais plus. Et avec où il a nommé aussi Fist of Legend, et j'ai cherché partout une manière de trouver Opération Scorpion, et c'est très très compliqué. Ouais, très très compliqué. Il est disponible en VHS encore pour ceux qui ont des cassettes vidéo. Sinon, c'est très très compliqué de se le choper. Avant de te passer la main. Et tu vas nous dire beaucoup de choses, mon cher Seb. Oui. Alors que côté casting, je vous ai même droppé quelques noms. Sachez que la plupart n'étaient pas des acteurs, à part Richard Harrison peut-être. Non, t'es pas sérieux. C'était des personnes qui bossent. Arrête. Non. Alors, écoute, non, mais franchement, c'est incroyable. C'était des personnes en fait qui bossaient avec Godfrey Ho, notamment sur certains doublages de ses films ou de ses productions, et ou alors c'était des baroudeurs qui étaient à Hong Kong et qui voulaient faire un peu de pognon, et donc du coup comme c'était un peu de l'argent facile, ils allaient faire ces films de ninja. Écoute, là c'est la partie que moi j'adore écouter, et surtout celle-là, je pense que je vais apprendre beaucoup de choses. Ça va être génial. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'art martial des comédiens? Je dirais pas du comédien, je dirais des comédiens. Vas-y, fais-toi plaisir. Je sais pas. Écoute, l'art martial, c'est drôle. Alors, on disait au début du film, au début du podcast, pardon, qu'il y avait 2 films en un. Donc, il faut séparer d'un côté la partie du film hongkongais, on va dire, ou taïwanais, ou enfin peu importe, du film des ninjas. Donc, on va assez vite évacuer en fait la partie du film qui a été piraté par Godfrey Ho, parce que grosso modo ça reste du kung-fu, voilà, du kung-fu avec de la gymnastique. Parce que même si ce film-là était peut-être très sérieux, je pense, le film d'origine, franchement, en vrai, il doit être aussi très nanar, parce que ils en font des caisses, ils passent leur temps à faire des cabrioles, des sauts, des trucs comme ça, enfin, c'est à mourir de rire. Les personnages se font planter, prennent des coups de couteau, on a l'impression qu'ils sont morts, mais en fait, non, ils sont pas morts. Enfin, c'est complètement hallucinant. Mais grosso modo, on a l'impression que c'est les recalés de l'Opéra de Pékin, qui ont fait ce film-là, parce qu'ils sont bons, pour faire des cabrioles, pour faire des sauts et compagnie, mais bref, grosso modo, ça a pas trop d'intérêt. Ce qui est drôle, en fait, surtout, c'est plutôt le côté ninja des comédiens. Alors, on a fait le choix avec Jazz de la tourner un peu en mode déconnade, parce que clairement, c'est de la déconnade, ce film, c'est n'importe quoi. À aucun moment ils utilisent le terme ninjutsu, parce que c'est censé être l'art du ninja. Donc en fait, on s'est dit, en fait, ils font du ninja. C'est l'art martial, voilà. L'art martial, c'est le ninja. Et c'est marqué sur leur bandeau. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui montre aujourd'hui que leur art martial et ce qu'ils font, c'est du ninja, il faut lire le bandeau. Et c'est ça ce qu'ils montrent. Alors, quelle est la particularité d'un bon ninja selon Black Ninja? Il y en a plusieurs. Déjà, le premier, c'est d'avoir la petite étoile, le shuriken. Alors, il donne pas de nom, mais on va dire que c'est l'étoile dorée ou l'étoile d'argent. Et il faut savoir l'envoyer. Ça, c'est important. Premier point. Deuxième point, c'est le sabre, le katana. Il faut savoir faire des petits moulinets avec le katana. Et en général, vous vous débrouillez bien. Savoir lever un peu la jambe, mais pour ça, il faut un bon doubleur, un bon cascadeur qui va savoir lever la jambe, puisque, évidemment, nos stars ne savent pas se battre, et ça se voit. Très important, les petits pas. Il faut un petit bruitage, là. J'adore les plans de Godfrey Ho sur les petits pas des personnages, pour montrer qu'en fait, les ninjas, ils vont super vite, quoi. Et surtout, très important. Et ça, je pense que c'est le
truc ultime, c'est les moulinets de bras. Voilà, très important. Je pense que, sans te mentir, mon petit Jazz, Power Rangers a tout piqué à Black Ninja. Voilà, clairement. Sur tout ce qui est mouvement de bras, exagération des bras, ils ont tout piqué à Black Ninja parce que c'est eux. Voilà, les premiers c'était eux. Non mais c'est ridicule. Voilà, il y a pas d'art martial parce que c'est très mal filmé. On comprend pas trop ce qu'ils font. Enfin c'est nul quoi, on va se le dire. Donc je sais pas si tu veux rajouter un truc, mais ouais ils font du ninja quoi, mais du ninja wish quoi. Parce qu'à aucun moment on leur demande de s'infiltrer, hein, parce qu'ils s'infiltrent pas. Hein, et au contraire ils ont pris les costumes les plus flashy possibles au cas où on tomberait sur un albinos, enfin pas sur un albinos, mais sur un mec qui est comment on appelle ça, zut, tu sais celui qui différencie pas les couleurs là, comment on appelle ça, aidez-moi. Un daltonien. Un daltonien, voilà, on sait jamais, si le mec est daltonien en face, on va un peu l'aider quoi. Non mais c'est au secours quoi. Ouais non mais c'est vrai, un ninja doit faire de jolis gestes. Alors je pense que chaque clan de ninja a un geste différent, très important. Il y a les méchants qui pratiquent le meunier Tudor. Ton moulin va trop vite. À l'envers. Inversé. À l'envers. Ouais. Voilà, le remix. Et puis nous avons les méchants où ils font des gestes un peu bizarres. Les gentils, les gentils et oui. bon, ils font un peu de gestes bizarres et d'un seul coup, hop, ils disparaissent, ils réapparaissent, ils ont des ils arrivent à sortir des armes de je sais pas où. Les mecs, c'est des magiciens. Mais en fait, en faisant leur moulinet, en faisant leur geste avec les bras, un coup c'est quand ça arrange le scénario, ils se transforment en ninja, et un coup c'est ils disparaissent pour réapparaître quelque part, et enfin bref, c'est catastrophique. Et très très important, il y a un truc hyper important, c'est que un ninja doit porter sa montre sur son costume. Oui, très important. Pour rappeler la mort de sa femme, une montre en or, hein, évidemment, marque Seiko, très important. Le petit placement de produit, c'est très important. Voilà, c'est. Et alors très très important aussi, c'est que un ninja doit savoir se repérer, parce que quand le gentil balance au méchant, on se donne rendez-vous à l'endroit habituel, les mecs se sont jamais rencontrés. Donc en fait, donc il faut savoir se repérer. Attends, il y a un passage dans le film qui m'a fait mourir de rire. Attends, on passe à la vie là, on va passer 3 heures sur le... On passe à la vie. Non, juste avant de démarrer, après je vous dirai par quoi je veux commencer mon avis, mais il y a un passage qui m'a fait mourir de rire. Dans le film, à un moment donné, quand ils se donnent rendez-vous, tu sais, il y a donc le personnage de Grant, là, de Richard Harrison, là, qui appelle dans Gordon, pardon, pas Grant, qui appelle le grand méchant. Et le mec ne le reconnaît pas. Mais qui est au téléphone? Et tu sais, ça passe, je suis quelqu'un qui vous veut du mal ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc complètement con. Alors qu'ils se sont vus genre littéralement 10 minutes avant quoi. Et ils se sont parlé. Et il l'appelle au téléphone, il modifie pas sa voix et pour autant il le reconnaît pas. Et la connerie, elle dure comme ça 2 coups de téléphone quoi. Et pour au final la stupéfaction, c'était toi. Oh là là, on va se battre jusqu'à la mort. Enfin c'est au secours quoi. Non. Bon, c'est un film qui est à mourir de rire. On est dans un nanar. Moi, j'ai passé un très bon moment parce que c'est à se pisser dessus. Et quand je disais tout à l'heure que dès la première minute, il y a rien qui va, ça se passe en France. Et je remercie Black Ninja parce que ils m'ont appris que Paris était au bord de mer. Voilà. Je tiens à le dire. En fait, Paris n'est pas en Île-de-France. Paris est sur la côte d'Azur, la côte méditerranéenne. Il y a une espèce d'incruste dégueulasse. Là, on a mis la tour Eiffel en plein milieu d'un truc. Je sais pas ce qu'ils ont branlé, là. Et puis, en fait, c'est en bord de mer. Et c'est la première scène d'intro, en fait. Elle est déjà à mourir de rire, puisqu'en fait, Alphonse Bény tente à choper des trafiquants de drogue français qui font passer la drogue dans des baguettes. Très important. Des baguettes de pain. Et c'est à mourir de rire. Enfin, déjà d'entrée de jeu, tu te dis c'est compliqué quoi. Mais non, mais le film est drôle parce que j'ai trouvé en fait la source d'inspiration de Marion Cotillard. Oh la violence. Et ouais. Oh putain la violence. Ah ouais. Ben oui. Ok. Marion Cotillard, elle a tout un prix de la femme d'Alphonse Bény pour comment mourir avec dignité et comment mettre 3 plombs à mourir. Je suis désolé. Marion Cotillard, dans Dark Knight, elle a tout pompé sur Black Ninja. Voilà, c'est dit, je balance une hot tech, elle est là, vous la prenez, c'est comme ça. Voilà, regardez le jeu de la femme d'Alphonse Bény, je suis désolé, elle a rien inventé. Voilà. Je suis énervé.
Non, mais c'est incroyable Non, c'est ce que pas tu dis, parce que la mort dure très longtemps. C'est-à-dire que... Mais à un moment donné, il se j'ai crié raconte dans mon leur vie, écran, quoi. mais je dis, mais tu vas crever. Non, parce qu'elle raconte toute sa vie. Et hein. il avait ça. Il avait 50 fois le temps d'appeler le SAMU. Oui. Il n'appelle pas. Et il lui attrape la main et lui dit, non, laisse. C'est déjà fini pour moi. Mais non. On peut te sauver encore. Il ne fait rien. Il reste là comme un con. Avec son costume. On se tape un vieux flashback. Le flashback d'il y a 10 minutes. Oui. Tu te rappelles pendant qu'on avait fait la... Oh putain. Dur. Ça me rappelle les beaux souvenirs qu'on a eus pendant nos 4 ans de mariage. Ah oui, ça on le sait que ça fait 4 ans qu'ils sont mariés. Ouais, bah ouais, non mais c'est incroyable, ce film est incroyable pour pas mal de raisons, notamment. Alors je trouve que il y a un truc que je trouve plutôt cool, c'est que pour une fois en fait c'est vraiment on a quand même pas mal de scènes avec des acteurs occidentaux, ce qui était un fait assez rare, notamment quand on regarde Hitman the Cobra. Ou le fameux Philippe, où en fait il y a que 10 minutes. Vous êtes cage enculé. Non mais il y a que 10 minutes de scène avec du coup c'est Mike Abbott et Richard Harrison. Là on a beaucoup plus de scènes. Alors il y a pas beaucoup plus de décors. Ça c'est sûr, mais non, ça se passe dans un bureau. Oui, concrètement, voilà, ouais. Et dans un parc. Voilà. Mais par contre, alors c'est là que je me pose comme question, et peut-être que tu vas pas me répondre, c'est que je trouve que pour un 2 en 1, ça a été fait de manière plutôt habile, tu vois, pour un 2 en 1. Mais c'est pas fait exprès, je crois. On sent pas trop la différence. Non, c'est pas fait exprès. Mais on sent pas la différence de grain, je trouve. Oui, alors est-ce que c'est la restauration qui veut ça? Mais on sent pas la différence de grain entre les deux films. Ils ont réussi à raccorder un peu comme ils pouvaient, notamment avec la fameuse bikeuse qui se trimballe à poil sous sa veste en cuir et qui veut se faire passer pour un homme. Et puis pour vérifier quand même, le personnage d'Edmond lui ouvre son truc et dit "Ah, tu es une femme", et puis il le referme et elle le gifle. Bref, ça aussi, sur cette partie de film-là, il y a rien qui va. Mais je trouve, alors je sais pas comment ils ont fait, mais on est bien d'accord que l'acteur qui joue donc le responsable de la mafia a tourné une scène avec les acteurs occidentaux. Pas du tout. Alors comment ils ont fait? Parce qu'à un moment, on a l'impression qu'ils sont dans la même pièce. Non, pas du tout. C'est deux scènes totalement différentes. Et tu le vois parce que l'acteur Grant Temple, l'artifice a fonctionné. Non mais Grant Temple est filmé vraiment de très très près. Mais oui. Et puis on voit jamais dans le même plan. Et là, je t'avais envoyé en off une photo où on voit un espèce de plan dégueulasse sous le bureau. Il a été foutre une caméra sous le bureau et on voit un morceau de bureau et on voit la gueule de l'acteur qui est en train de parler au-dessus. Mais en fait, c'est rigolo parce qu'ils ont réussi en fait à mélanger les deux en nous faisant croire que on a les occidentaux qui chapeautent tout de Hong Kong et on a l'autre histoire qui se passe sur les quais parce que tout va tourner autour du contrôle des quais et en fait c'est ce qu'on dit tout à l'heure, on voit assez peu Alphonse Bény en fait dans le film. On voit quasiment pas. Oui, c'est son histoire est secondaire. Hein. Concrètement, même, je vais te dire, l'histoire avec les acteurs occidentaux, est totalement secondaire. Moi, honnêtement, je préférais largement l'histoire. C'est rajouté au forceps. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Le film thaïlandais ou le film, je sais pas de quelle origine il est, je me souviens plus, taïwanais, pour le coup, lui, les combats sont fantasques, les combats sont complètement hallucinés, mais il y a une espèce on sent quand même qu'ils ont essayé de faire un semblant de chorégraphie, un semblant de délire, et l'histoire de vengeance d'Edmond, parce que son père s'est fait tuer par la mafia hongkongaise, tu te dis bon, ça peut tenir et ça aurait pu être très rigolo. Mais en fait, ce qui rend le truc nanar, c'est que déjà ce film-là, il y a un peu nanar, et ils ont rajouté une couche encore plus nanar par-dessus avec des ninjas qui ont rien à foutre là, parce que à aucun moment sur la partie taïwanaise, il est fait, à un moment donné, on parle pas de ninja. Ah non, mais alors, je vais te dire très franchement, c'est que le film taïwanais a été redoublé. Et oui, ça se voit. Donc, du coup, il a été redoublé, que ça soit en
britannique, enfin en anglais, mais aussi du coup en français. Et comme il a été redoublé, du coup c'est même pas l'histoire originale qui est respectée, quoi. C'est non, c'est un petit malin ce Godfreyo. Et non, pour le coup, c'est nul, on se marre bien, mais dans la cohérence, ça tient à peu près la route. Alors, il y a un truc très drôle aussi que j'ai trouvé, qui m'a fait rigoler, mais ça faut regarder un peu en arrière-plan. À un moment donné, donc le méchant montre une photo de Gordon. Ouais. Et je sais pas si t'as regardé, c'est une photo qui n'est pas contractuelle. Non, tout à fait. Sur cette photo-là, il porte la moustache. Oui, tout à fait. Ah ouais. Et dans le film, il a pas de moustache. Ah oui, il y a un truc aussi, je voulais te dire. On en parle du policier inspecteur Gadget qui a un long parka mais rien en dessous. C'est moi que voilà. Ça va être la joie. Au nom de la loi. Moi je vous arrête là. Il est exceptionnel, c'est incroyable. Ouais, puis t'as un espèce de clone de Bruce Lee aussi, je sais pas si t'as fait gaffe, dans la partie occidentale, un des acolytes de Gordon. Et à un moment donné, il disparaît du scénario, on sait pas pourquoi. Il est là, tu sais, il a tout un moment où il tourne avec Alphonse Benny dans le parc, et à un moment donné, tu sais pas pourquoi il est plus là. Mais on le voit plus. Ouais, non, je suis d'accord. C'est disparu du casting, c'est... Pourquoi? Je sais pas. Au revoir, monsieur. Bisous. Non, mais c'est à mourir de rire. Il y a rien qui va. Les costumes sont catastrophiques. Les répliques sont... Alors, qui a doublé Alphonse Benny? C'est lui-même? C'est Alphonse Benny. Ah, voilà. C'est pour ça qu'il y a... Je me disais, on aurait l'impression qu'il y a un mec qui fait un accent non, c'est africain, Alphonse Benny. Non, okay, c'est Alphonse Benny. Okay. C'est pas Richard Harrison qui se double, par contre. Oui, ça, c'est dommage parce que voilà, il aurait pu. Mais c'est dommage. Dommage. Alors en revanche, moi il y a un truc qui est extraordinaire et on le voit dans pas mal de films asiatiques de l'époque, que ça soit des Jackie Chan dans les années 70-80, c'est toujours les mêmes doubleurs. Oui. Et notamment en fait, il me semble que le patron de la police, c'est le comédien de doublage de Jackie Chan dans Dragon Lord. Ah ouais, là tu remontes un peu loin, ça fait un moment que je l'ai pas vu celui-là, il faudrait que je le regarde, mais je te crois. Ouais. Mais tu sais, il y a un truc où j'ai pensé beaucoup à toi aussi dans le film, c'est qu'à un moment donné, t'as donc le patron donc de la mafia hongkongaise qui cherche à contrôler le port, donc son nom m'échappe, mais c'est un peu le méchant côté taïwanais. Il a une scène de sexe à un moment donné. Et on sent qu'il est très à l'aise pour les scènes de sexe, parce que la nana tombe le haut, donc elle se retrouve sein à l'air. On a l'impression qu'il lui fait une palpation mammaire plutôt qu'il n'y a rien d'érotique dans tout ça, quoi. Et surtout très important, il garde sa serviette pour faire l'amour, quoi. Donc, comme un certain... ok, d'accord. Ok. Don the Dragon Wilson, voilà. C'est bon. Oui, c'est pour ça que je pensais à toi, on en avait parlé. Ah ouais, dans le film Le Prophète. Ouais, tout à fait. Allez regarder ce film-là. En fait, je pense que c'est un plagiat. Carrément. Mais en fait, ce film-là est vraiment à mourir de rire. Et il a un point positif. Alors, il a 2 points positifs. On va quand même trouver 2 points positifs. C'est que le film est nul à chier. On est d'accord. C'est très mal monté, très mal tourné, très mal filmé. Enfin, voilà, il y a tous les défauts du monde. Mais c'est tellement fait que on sent que les gens sont à fond. Mais vraiment des deux côtés, que ce soit du côté américain et taïwanais, ils sont à fond. Ils croient en leur truc, alors qu'ils jouent vraiment tous comme des patates. Et je trouve que il y a un côté assez ingénieux on n'avait jamais vu ça nulle part. Cacher la drogue dans des ballons de basket. Moi, je dis franchement. Et dans des pastèques aussi. Dans des pastèques et dans des baguettes. Donc, ok. Donc, les hits, les parrains, tout ça, machin, vous pouvez vous rhabiller parce que Godfreyo, il a tout compris avec son camouflage de drogue. Ok? Donc, ouais. Stop. Voilà. Ça c'est dit, je place ça là, terminé. Non, mais blague à part. Tu dénonces aujourd'hui. Ouais, je dénonce, je balance. Non, mais blague à part, ce que je veux dire, c'est que il y a quand même, le rythme est bon, parce qu'on se marre bien, et le film passe quand même assez vite. Et j'ai envie de dire, on se demandait souvent quel film montrer pour une personne qui veut découvrir ce que c'est le genre nanar. En vrai, Black Ninja, c'est une super porte d'entrée. Et surtout avec la restauration qu'a faite Pulse Edition, franchement, c'est hyper agréable à regarder, et on se marre vraiment bien, et on peut même le regarder tout seul, c'est même très drôle tout seul, parce que souvent, le critère d'un nanar, c'est que c'est plus drôle à plusieurs et un peu alcoolisé, tu vois. Celui-là, il y a même pas besoin, en fait, on peut le voir à jeun, tout seul, et on se marre vraiment beaucoup. Et alors, par contre, il y a un point positif, je trouve que la bande-son, elle est géniale. Ah oui. Le son, la musique.
à Miami Très Vice. années 80. Oui. Oui, c'est plagié. Et Phil Collins. Attends, enfin, c'est Genesis qui est aussi repris. Ah ouais. Oui. Non, mais, Et j'ai cru entendre à un moment donné, c'est ce que je te disais en off, les premières notes de l'Aigle Noir sur la mort de la femme d'Alphonse Bény. Ah bah oui, ouais. J'ai cru entendre l'Aigle Noir. C'est vrai. Et je me dis, putain, les cons. Mais en fait, voilà, même si c'est plagié, en fait, ça passe bien, tu vois. Tu te dis, bon, la musique, elle est pas si mal. Parce que ça pourrait faire un peu artifice, quoi. Tu te dis, oh, ça me dit quelque chose. Mais on sent que c'est un peu bricolé, donc ça passe, quoi. Non mais c'est incroyable. Et alors, du coup, j'ai retrouvé le nom du comédien de doublage qui double plusieurs personnages dans le film Black Ninja et qui est aussi un des premiers doubleurs de Jackie Chan, c'est Jacques Bernard, voilà. Et qui il double notamment Jackie Chan dans Le Marin des mers de Chine. Bah tu vois, justement, c'est le prochain que je dois voir là justement avec Jackie Chan, que j'ai hâte de voir d'ailleurs parce que je n'ai jamais vu. Écoutez Gordon, vous n'allez tout de même pas bousiller tous les types de Tiger. On n'est plus dans les années 30. Il a bien essayé de me tuer. Ben, vous savez que c'est pas pareil. Il faudrait prendre vos vacances. En tout cas, il y a un acteur, parce que on pourra parler de Alphonse Bény, bien évidemment, mais on en a déjà parlé et on vous fait référence à l'épisode avec Pulse Edition pour la sortie du film Black Ninja et Camon Connection. On a beaucoup parlé de sa carrière, mais là on va s'intéresser à un autre comédien. On va s'intéresser au Chuck Norris de Hong Kong. On va parler de Richard Harrison, qui, mon petit Seb, en fait, est un grand acteur. Et oui, parce que Richard Harrison, c'est un comédien qui a eu son moment de gloire dans les années 50 et 60, vient des péplums ou des films de western. Il était très demandé à cette époque et reconnu aussi. Tu savais qu'il aurait pu devenir un grand acteur, puisque c'était le premier choix de Sergio Leone pour interpréter l'homme sans nom dans Une poignée de dollars. Et ben tu crois pas si bien dire, parce qu'en fait, pendant le film, je me dis putain, mais il essaie de la jouer un peu à la manière d'un Clint Eastwood ou c'est moi ? Il la joue comme un Clint Eastwood. Il a des mimiques de Clint Eastwood, il fait les mêmes gestuels avec la bouche, il fait le même mec énervé, en rébellion contre... On a l'impression qu'on a un mix entre, tu sais, la relève, donc le film avec Charlie Sheen, et forcément l'inspecteur Harry, quoi. On lui a dit, tu la joues un peu comme ça, là, c'est pas mal. Et on dirait vraiment un peu un on dirait vraiment un Clint Eastwood Wish, quoi. Oui, c'est ça, ouais, c'est... Qui joue pas bien. C'est Clint Eastwood. Ouais, Clint Eastwood, ouais, c'est clair. Oh là là. En gros, quand Sergio Leone lui a proposé ce film-là, il s'est dit « Oh, je le sens pas trop. En revanche, je vais vous présenter un de mes super potes qui pourrait faire l'affaire. » Et ce super pote, c'était Clint Eastwood. Et ouais. Le karma. Le karma. Et du coup, Richard Harrison, en fait, il a continué en fait toutes les productions italiennes dans les années 70. Il a fait énormément de séries B. Il a notamment joué un James Bond Wish à l'époque. Et puis, il a tourné quelques téléfilms français. Et enfin, le cinéma italien commençait à se faire un peu plus rare dans les années 80, et notamment les westerns ou les péplums. Et lui s'est dit, il faut peut-être que je me reconvertisse, il faut peut-être que je fasse autre chose. Et puis on lui a dit, va à Hong Kong et tu verras, tu vas tourner des films plutôt moyens, mais tu vas te faire de l'argent. Ok, donc il part à Hong Kong, il va tourner, il me semble, pour quelques productions des films fauchés, puis il va rencontrer Godfrey Ho, et Godfrey Ho va lui dire, écoute, j'ai une super idée, viens faire des films de ninja avec moi. Richard Harrison va y aller, et ils vont tourner des films de ninja. Alors, à un moment donné, en fait, Richard Harrison, dans la première partie de la carrière à Hong Kong, finalement, Richard Harrison, lui, va tourner des scènes, il ne va rien comprendre au scénario, et concrètement, il pense qu'il a fait un film. Et finalement, quand il va retourner aux États-Unis, en fait, il va se rendre compte qu'il n'a pas fait un film, il en a fait 10. Donc ça c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc il va revenir, alors ça c'est sa version, parce qu'il y a une deuxième version que je vais raconter après. Il va revenir à Hong Kong, il va vouloir se battre contre Godfrey Ho en disant ouais mais tu m'as arnaqué, tout ça. Malheureusement c'est des contrats qui sont faits un peu bizarrement. Il avait qu'à le lire, hein. Voilà, ouais. C'est ça. Et du coup ce qui se passe c'est que il va continuer à tourner pour Godfrey Ho parce qu'il se dit que sa carrière américaine elle est
morte, donc pourquoi pas continuer. Et puis il annonce aussi que Godfreyo avait appelé le fisc hongkongais, donc en fait il était pris au piège un peu. Richard Harrison était condamné à tourner avec comment dire, Godfreyo. Mais l'histoire est assez floue. Puisque il y a une autre version, et ça c'est aussi la version des autres comédiens qui ont joué avec Richard Harrison, puisqu'en fait Godfreyo et lui étaient très bons potes. Et du coup, en fait, Richard Harrison était payé $10,000. Alors, je sais pas si c'est $10,000 par scène ou par film, mais en tout cas, c'était l'acteur le mieux payé. Et Godfreyo et Joseph Leigh prenaient tout en compte. C'est-à-dire, ils prenaient le logement de fonction, les transports, bref, les prostituées. Il prenait tout pour Richard Harrison, donc lui ne déboursait rien, il avait $10,000, et c'était un peu le roi du monde. D'ailleurs, il embarquait quelques acteurs dans les boîtes hongkongaises, il s'éclatait, bref, c'était le dieu de ces productions-là. Oui, c'est que je pense qu'il assume pas trop aujourd'hui, quoi. Il assume pas aujourd'hui, et c'est ce qui fait que derrière il raconte un peu ça parce que c'est un peu honteux quand même. Ouais, et puis aussi une chose est sûre, une chose a été dite en tout cas, c'est que en fait il a eu un peu le melon et il s'est dit tiens allez, je ne vais plus tourner pour IFD, donc qui est la boîte de production de Joseph Leigh, mais je vais tourner pour Filmmark qui est la boîte concurrente, et c'est à partir de là que Godfreyo en fait s'est vengé en appelant le fisc hongkongais, parce qu'il s'est dit bah merde, alors attends, on le paye $10,000, je prends tout en compte pour lui, et lui il va me faire des infidélités. Donc voilà. Suite de carrière de Richard Harrison, pas ouf. Il va se mettre à la réalisation, notamment il va tourner avec Alphonse Benny dans un film, un polar, et le polar, il me semble, qui a été diffusé, l'abondance a été diffusée lors de la dernière nuit en Irlande. Oui, c'est du grand niveau alors. Ouais, c'est du grand niveau, et en fait il va jouer dans quelques téléfilms français, bref, ça va pas être fou. Il va jouer notamment dans Opération Las Vegas de Norbert Moutier. Il dira que Norbert Moutier en fait était un gars sympa mais qui connaissait rien au business. Très très sympa ce monsieur Harrison. Et puis il va prendre sa retraite. Alors il prendra officiellement sa retraite à 50 ans, mais il continuera toujours à faire des films. Mais il est encore en vie, hein. Il est encore en vie, il a 87 ans. Hein. Il a 87 ans. Ouais. Et voilà un peu la carrière de ce Richard Harrison qui. Mais c'est vrai que c'est pas le Godfreyo là-dessus. C'est pour revenir un peu sur le film. C'est pas le Godfreyo où il est le plus inspiré en termes de réalisation. Alors c'est pas un bon réalisateur. Mais c'est vrai que quand on regarde Indefeasible qu'on a vu, ça passait, c'était pas trop catastrophique non plus en termes de réalisation. Enfin si, c'est nul, mais c'était moins nul que Black Ninja. Ouais, non, là en fait, je sais pas si t'as remarqué, il passe son temps à faire des zooms. Ouais. C'est le pro du zoom, quoi. Ouais. C'est impressionnant, quoi. Il arrête pas de prendre, il prend un truc de loin, il zoome. Et hop, puis ça va, et puis il se rapproche. Et puis il y a un moment donné dans la scène dans le bureau, quand on essaie de voir la réaction des personnages suite à une annonce d'un méchant, il a pris tous les personnages de la pièce, et il a passé son temps à les prendre de loin, et à faire un zoom sur le visage. On recule, on revient sur le deuxième, un zoom sur le visage. Et ça dure 30 secondes, 45 secondes peut-être, mais il fait tous les personnages de la pièce, quoi. Et c'est là qu'on se dit, putain, mais c'est pas tenir une caméra, en fait, il y a un problème, quoi. Attends, arrête un peu les zooms, hein, ça me donne envie de gerber, moi. Oh là. Mon cher Seb. Oui. Es-tu prêt? Ouais, on va y aller. Allez, passons tout de suite à la scène que nous avons retenue. Alors, quelle scène nous avons choisi? Il y en avait tellement. Alors oui, donc pour la scène finale, en fait, on avait l'embarras du choix, parce que sur la partie taïwanaise, la toute dernière scène de fin, qui est un espèce de combat de groupe où deux de nos protagonistes, Edmond et son pote, se battent contre une grosse partie de la mafia hongkongaise. C'est pas si mal en fait. C'est plutôt correct, ça se bat bien, ça en fait des caisses, ça surjoue, ça en rajoute, mais c'est pas catastrophique, quoi. Ça se regarde, c'est même plutôt marrant, parce que les mecs savent envoyer les coups de pied, ils sautent, ils font des cabrioles, franchement c'est pas mal, enfin tu vois, c'est pas honteux, voilà. Et forcément je dis, non, on va pas garder ça, parce qu'on est dans un nanar, donc faut qu'on rigole. Bah évidemment, qu'est-ce qu'on a gardé? Bah c'est peut-être une des scènes les plus connues
une des scènes les plus emblématiques du monde de Nanar, qui a dû passer je ne sais pas combien de fois en extrait. Enfin, je pense que pour moi c'est au moins aussi culte que le Philippe. Je sais où t'es, voilà, toi, je pense que c'est forcément la dernière scène de fin où les deux ninjas gentils, donc Alphonse Benny et Richard Harrison, vont affronter les deux ninjas méchants. Alors comment on les différencie? Vous allez me dire, les méchants sont en noir et les gentils sont en jaune. C'est aussi fin que ça. Et déjà cette scène-là, pour vous la décrire, elle est assez facile parce qu'elle est assez courte, ça dure à peu près 3 minutes, hein, c'est 3 minutes de bagarre. Déjà, c'est une longue introduction où on regarde nos deux héros descendre les marches. On zoome sur eux, on regarde les méchants qui sont statiques, qui ne bougent pas, on zoome, et il y a cet effet de réalisation où plus les personnages avancent, plus le zoom est proche sur nos méchants. Pour finir, sur leur tronche, avec leur tête d'ahurie là, en disant on va vous tuer, voilà, tu vois, enfin je vais te faire souffrir plus que ta femme, je sais pas, il y a un moment donné il sort une connerie là, donc là je te fais confiance sur les extraits, tu vas te faire plaisir parce qu'il y a pour le coup on a le matériau sous la main, donc on va pouvoir se faire vraiment plaisir, mais il y a des trucs, c'est vraiment con comme réflexion. Et à ce moment-là, ils sont déjà en costume. Donc pendant tout le film, on nous a habitués en fait à la transformation ninja, il faut faire des mouvements avec les bras. Là, faut quand même faire le mouvement. Donc le mouvement, là on se dit ça va me permettre de disparaître. Et donc Alphonse Benny va se battre contre l'homme de main, enfin comme le second du film, dont j'ai perdu le nom, vous m'en voudrez pas. Et Richard Harrison va lui se battre contre le Big Boss. Et on va suivre en fait les deux combats les uns après les autres. Donc on va d'abord avoir le combat d'Alphonse Benny et ensuite on va avoir le combat de Richard Harrison. Et c'est d'un ridicule. Enfin je vais prendre le combat de Alphonse Benny puis je te laisserai terminer par celui de Richard Harrison si tu veux bien. Alphonse Benny en fait, il va se bagarrer. Alors on voit tout de suite que forcément c'est pas lui qui se bat. Ils sont pas très bons parce que tu vas peut-être me confirmer ou pas, mais je pense que le doubleur était blanc. Alors que Alphonse Benny est bien noir. Il y a des plans où on voit que il est pas complètement noir. Donc déjà tu te dis les mecs vous êtes pas très bons quand même. Et c'est à mourir de rire parce qu'ils passent leur temps à ne pas se toucher. Ils passent 3 plombs à sortir leur lame. T'as les gros plans sur la lame qui sort de son fourreau. Et on va y aller, on va finir par se battre à un moment donné. Et t'as les gros plans, je vous parlais des petits pas là, on a les gros plans sur les pas où ils vont se foncer dessus. Ils vont faire 2-3 coups d'épée. Il y a un moment donné, il va réussir à envoyer l'épée se coincer dans un arbre. Le méchant va monter sur l'arbre, alors qu'il y a un gros plan sur les pieds en train de piétiner le tronc d'arbre. Il redescend, tac tac tac, ça refait 3 coups d'épée et Alphonse Benny finit par le planter et terminer. Alors monsieur, il y a plus de méchant. Mais c'est à mourir de rire, la chorégraphie elle est nulle à chier. C'est mal filmé et les mecs tu sens qu'ils sont à fond parce que t'as le jeu de regard quoi, t'as les gros plans sur les yeux et c'est à mourir de rire parce que même à un moment donné le méchant quand il se fait planter, il a un regard dans le vide en mode et puis il finit par mourir à s'écrouler et puis personne. Et puis après on passe à Richard Harrison et là je te laisse reprendre la main pour Richard Harrison. Richard Harrison, c'est assez incroyable. Donc je crois que c'est contre Grant Temple qui se bat. Et alors là, les doubleurs sont asiatiques pour Richard Harrison et Grant Temple. Mais là, en plus, on a des plans qui sont assez le zoom. On voit le zoom qui est il y a un petit changement. Où on les reconnaît pas du tout les comédiens. Et puis on a quand même Grant Temple qui est le roi de la magie. C'est-à-dire que alors on va dire que Godfrey c'était le Sylvain Mirouf du montage. Et Grant Temple c'est le Garcimore du ninja. C'est-à-dire que en fait il va faire apparaître une lance, une lance, des armes, plein d'armes, une lance. Il y a un méga nunjaku. Bref, ils vont se battre, un petit moment quand même. Il va un peu plus galérer sur Richard Harrison par rapport à Alphonse Benny. C'est normal parce que c'est le boss final en même temps. Et puis, du coup, grâce à son sa maîtrise du katana et on a oublié de le dire quand même, on a oublié de mentionner, mais on voit la maîtrise du katana dès le début du film avec le générique qui dure 5 minutes et putain mais on n'avait pas parlé, mais c'est là que je dis dès la première minute c'est problématique. Ouais. Pourquoi ça vient foutre là? On nous explique pas comment ils sont devenus ninja, allez vous faire foutre, Ninja Origin, ça sera pour un prochain film,
Black Ninja Origin. C'est ça. Black Ninja Origin. Non mais sérieux, enfin c'est, vas-y, je te laisse terminer. Et du coup, en fait, à un moment donné, il arrive à mener face au méchant et puis il va le planter. Et là, le méchant va tomber comme une crêpe. Et Richard Harrison va s'éloigner du corps. Et là, the end. Parce que il y a une chose à dire, c'est que Godfredo sait conclure ses films. Dans tous ses films, il y a une conclusion qui est magnifique. On a notamment dans Hitman the Cobra, on a Mike Abbott qui explose, the end. Dans un autre film, Mike Abbott se prend un katana dans la tronche, the end. Là, Clash of the Ninja, c'est pareil, ça explose, the end. Et donc non, mais alors, est-ce que Indefeatable, c'est peut-être son chef-d'œuvre? Parce que là, il conclut quand même bien son film, pour le coup. Ah ouais, je pense que c'est son Ciao Pantin. Ouais, son Ciao. Ça va devenir le running gag de l'émission. Mais ouais, putain, c'est choquant. Déjà, c'est ça que je comprends pas. Et le mec, il est 10 fois trop long sur l'introduction où tu vois Richard Harrison en train de faire des moulinets avec son katana. Il est pas à l'aise, hein, putain. Ouais. Il est vraiment pas à l'aise, hein. Et à la fin, putain, le mec, il tombe comme une crêpe. Pourquoi il y a des arrêts sur image? Je sais pas. Parce que, en fait, j'ai l'impression que c'était comme des inconnus. Tu sais, le sketch à l'hôpital Velpo, où en fait, il bouge plus, tu vois, il reste figé. Et ben là, c'était exactement pareil. C'est comme si, en fait, on va faire comme si c'est un arrêt sur image, mais on n'a pas l'argent pour faire de l'arrêt sur image. Donc, Richard, ne bouge pas. Mais c'est pas naturel, c'est un truc de fou. Mais ouais, cette conclusion, là, le The End qui te saute à la gueule, là, c'est une agression, quoi. Enfin, franchement, c'est une agression. C'est incroyable, c'est incroyable. Je le prends personnellement. Non, mais franchement, cette scène-là, pour le coup, elle vaut le coup d'être vraiment regardée, parce que c'est ce qui, encore une fois, c'est pour ça qu'on fait cette émission-là, on le répète le concept, hein, on choisit une scène, et pour le coup, le film est très drôle, vraiment, il y a assez peu de temps mort, il y a assez peu de moments où on se fait chier, parce que c'est vraiment drôle tout le temps, et il y a vraiment cette scène de fin ce dernier combat qui est d'un ridicule, les mecs, ils sont taqués à 2000% à fond dans le truc, quoi. Et ils se rendent pas compte qu'ils sont ridicules, quoi. Il y a un moment donné, on leur a dit, mec, ça va être ton costume pour le film. Waouh, il est magnifique. C'est une fierté de porter ce costume. Non mais mec, à quel moment tu te dis ça, quoi? Non. C'est jaune, quoi. Et on voit que c'est mal fait parce qu'il y a les brodures qui sont pas terminées. À des endroits, on voit que c'est pas fini. Tu vois, exact. Sur les épaulettes, là, il y a des soucis de finition. Enfin, tu te dis, mais non, ils ont été au magasin de farce et attrape du coin, là, et ils se sont dit, je vais prendre ce costume-là. Ah, mais il est jaune. Ouais, mais c'est pas grave. Ça permettra de différencier les gentils des méchants. Voilà. Vous en avez deux, on prend. Et alors, par contre, il a un gimmick, et je pense qu'on peut le conclure par ça, c'est qu'il adore nous faire croire que c'est vraiment les acteurs qui ont fait des combats, parce qu'à un moment donné, il refait un gros plan où ils ont une espèce de petit truc qui cache la bouche et le nez, donc qui laisse les yeux apparents, et il y a cette scène, on doit l'avoir au moins, je sais pas, 30 fois dans le film, il baisse son truc, il remonte, il baisse son truc sur sa bouche. Ils passent leur temps à faire ça, c'est leur acting, quoi. Tu sais, c'est un peu comme dans Les Experts, où t'as l'acteur qui passe son temps à enlever ses lunettes, tu sais, c'est son jeu d'acteur. Ben eux, ils passent leur temps à baisser l'espèce de cache-nez, ou je sais pas comment on appelle ça. Comment ça s'appelle d'ailleurs, ce truc-là, là, qu'on fait passer, Tiens, je sais pas, un masque anti-Covid, non, c'est pas ça? Un masque anti-Covid, voilà. Non, mais c'est sûr. C'est ça. Ben voilà, c'est bon, on a trouvé. Non. Ouais, voilà, ouais. Mais bref. Mais regardez-le, c'est à mourir de rire. Bref. Franchement. Voilà. C'est à mourir de rire, voilà. Allez sur le site de Pulse Edition, vous allez le trouver. En plus, c'est bourré de bonus. Ouais. Et vous allez l'édition est vraiment chouette. Ouais, l'édition est vraiment très très chouette. Mon cher Seb, est-ce que tu as des choses à ajouter sur Black Ninja? Non, on a été assez court, mais c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être un des rares films où il est très court déjà à regarder, et c'est vrai que on vous a sorti 2-3 trucs. Alors on était un peu bordélique sur ce truc-là, puisque Jazz s'est dit tiens, j'ai oublié de parler de la carrière de Richard Harrison, je vais la caler dans la vie. Mais c'est bien parce qu'au moins c'est à l'image de ce film. Ce film est bordélique parce que c'est clairement bordélique. Et on se dit ils ont foutu des scènes à droite et à gauche, enfin ils ont tout mélangé, ça n'a rien à, on comprend pas pourquoi ça se passe comme ça. Et Jazz s'est dit je vais rendre hommage d'une manière un peu sympathique où je vais caler dans la vie tout mon anus sur Richard Harrison. C'est pas grave, voilà, ça passe. Et c'est fait sans filet. Attention, Jazz n'a pas eu recours à un cascadeur. Il est allé, il a risqué sa vie et voilà. Donc non mais c'est drôle, il y a pas de souci. Je me suis dit est-ce que ça va passer? Et
En fait, Jazz, c'est le David Copperfield, le maître de l'illusion, quoi. Il s'est dit, je vais caler ça, Seb, il va pas le voir, hein, il va pas relever, mais ça va passer crème. Ah là là. Incroyable. Bon, est-ce qu'on teaserait pas le film dans 15 jours? Allez, est-ce qu'on passerait des choses plus sérieuses? Ah oui, alors, attention, c'est un grand film. Oui. Voilà, on va parler de... C'est ton sosie officiel. C'est mon sosie officiel, tout à fait. Ouais, totalement. Ouais, non mais c'est vrai, non mais c'est mon sosie officiel. En tout cas, c'est un homme qui parle, voilà. Oh, j'en dirai pas plus, franchement, c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Voilà, c'est tout. Oh, rien d'autre de plus, mais... Non. C'est chouette. Mais on se retrouve dans 15 jours en tout cas. Oui. On se retrouve dans 15 jours avec un super film et j'ai vraiment hâte d'en parler parce que c'est un chouette film. Alors n'oubliez pas, comme d'habitude, mettez 5 étoiles sur vos applications de podcast afin que l'on soit référencé. Et puis, mon cher Sam, on se retrouve dans 15 jours pour traiter d'un nouveau film sur iKick dans ton podcast. Allez, ciao! Ciao tout le monde!